Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler dans cette vidéo du baudet sur lequel on a crié haro lors du funeste vol à F447. J'ai trouvé un peu facile d'accuser les sondes Pitot, alors je me suis penché sur le sujet et le rapport du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse des accidents aériens français, et vous allez voir qu'il est très instructif. La sonde Pitot, du nom de son inventeur, Henri Pitot, a été inventée en 1732. En 1732, c'est-à-dire il y a 291 années. Elle servait au départ à mesurer la vitesse des navires, et c'est environ plus de 150 ans plus tard qu'elle sera adaptée à l'aéronautique pour des raisons évidentes de développement de l'aviation. Et malgré ces modifications, ces améliorations, sans cesse plus complètes, sans cesse plus précises, ce qui occasionne d'ailleurs une course au progrès entre Thales et Goodrich, ses principaux fabricants, son fonctionnement est toujours le même. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle met en application le théorème de Daniel Bernoulli, établi en 1738. Bon, on peut s'imaginer que c'est Bernoulli qui a tiré ses conclusions physiques constantes d'après le fonctionnement de la sonde Pitot, puisque manifestement il a sorti son théorème bien après la sonde. Peu importe, le théorème est constant et le fonctionnement de la sonde immuable, voici comment. La sonde est constituée d'un tube comportant deux prises d'air. La première, appelée statique, reçoit la pression ambiante, quasi immobile. Elle reçoit toutefois une petite quantité de pression liée à la vitesse de l'air qui défile, mais qui est soustraite par les calculateurs. La seconde prise d'air, représentée par le fameux tube, appelé sonde dynamique, reçoit l'air à la vitesse de l'avion. Le calcul de la vitesse est donc la différence entre la pression de l'air immobile, captée par la sonde statique, et la pression exercée par la vitesse de l'air, reçue dans la sonde dynamique. C'est pourquoi le dispositif impose deux sondes. Je n'ai pas trouvé de date à partir de laquelle la sonde Pitot a été mise en service dans l'aéronautique. En revanche, le compteur de vitesse Badin, du nom de son inventeur, inventé en 1911, a été obligatoire dans les avions de transport civil en 1923. On peut donc raisonnablement dire que la sonde Pitot y est associée comme instrument de mesure de la vitesse dès cette date. La sonde Pitot est donc en service depuis au moins 100 ans. Vous avez donc compris que ce système est disposé à l'extérieur de l'avion pour des raisons évidentes de fonctionnement, donc inévitablement exposé à des variations de température importantes, voire extrêmes en permanence, et bien entendu des intempéries. Pluie, elle possède un drain pour l'évacuation de l'eau, neige, grêle, brouillard et j'en passe. La conséquence de ces expositions peut se traduire par des phénomènes naturels et compréhensibles comme le gel, occasionnant le givre, entre l'humidité rencontrée et une température très basse. Et c'est là le point faible des sondes Pitot, le givre. Cela va perturber son fonctionnement car elle peut se boucher avec des cristaux de glace, de la grêle ou de la neige fondue. Elle n'est ensuite plus en mesure de remplir son rôle d'indicateur et elle peut générer une panne ou une mise en défaut des calculateurs et autres dispositifs électroniques qui ont besoin de ces informations pour faire correctement voler l'avion en mode automatique. Vous trouverez le détail de ces informations, pages 42 et 43. Vous y apprendrez que la sonde statique sert également à déterminer l'altitude, point crucial que je développerai dans une autre vidéo. Mesdames et messieurs, tous les pilotes de la planète savent cela, et tous les constructeurs aussi. Et tout le monde est obligé de composer avec, puisqu'il n'existe à ce jour aucun autre dispositif de substitution. On perfectionne, on améliore, on teste, on modifie en permanence et de concert d'ailleurs, entre les avionneurs et les compagnies, comme nous l'expliquent les pages 129 et 130. On apprend également, au début de page 151, qu'Airbus proposait à ce moment-là des sondes répondant de manière supérieure aux normes de certification JAR25 européennes de l'époque. Mais à partir du moment où c'est dehors, à tous les vents, si j'ose dire, des problèmes possibles de dysfonctionnement demeureront probablement toujours. C'est d'ailleurs bien pour cela qu'existent des formations spécifiques pour piloter en présence d'anomalies de ce type, comme précisé fin de page 107. L'Airbus A330 possède 3 sondes Pitot. Pourquoi 3 ? Probablement pour la nécessité d'une redondance des informations. En effet, la variation permanente des conditions extérieures et leur importance demandent un contrôle comparatif constant. Une sonde Pitot est positionnée sous l'avion au niveau du commandant de bord
est relié à son PFD, Primary Flight Display pour faire savant, ou tout simplement son panneau d'affichage des instruments de vol. Une autre du côté du copilote sur son écran respectif, et une troisième, environ au milieu, dite de secours ou de contrôle, dont l'écran est situé au milieu du tableau de bord, à côté de l'horizon de contrôle ou de secours et de l'altimètre du même nom. Je vais vous montrer tout ça, c'est extrêmement simple. Voilà donc le PFD du commandant de bord qui regroupe les principaux instruments, à savoir ici la vitesse, l'horizon artificiel appelé aussi indicateur d'assiette qui montre la position horizontale de l'avion en positif ou en négatif, l'altimètre qui est bloqué ici à 20 000 pieds que j'ai calé. Ici nous avons le variomètre qui est l'indicateur de vitesse verticale qui est surtout utile pour calculer une descente progressive lors des atterrissages. Nous avons ici le compas ou la boussole comme vous voudrez. Au milieu, juste à côté, nous trouvons ici l'indicateur de vitesse de secours ou de contrôle, en dessous duquel se trouve l'altimètre de secours ou de contrôle et l'horizon artificiel du même nom. Ensuite, le copilote possède exactement les mêmes instruments, reliés à la troisième sonde. Voilà, chers amis, l'histoire et le décor posés. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce qui a été affirmé et certifié à propos de ces sondes, maintenant que vous savez à quoi elles servent et comment elles fonctionnent ou pas. Grâce au rapport final du BEA, librement disponible en ligne, nous allons découvrir en détail pourquoi ces sondes ne peuvent pas faire tomber un avion. Dès le début du rapport, dans les renseignements de base et le déroulement du vol, nous apprenons qu'à 1h45, l'avion traverse de légères turbulences pour lesquelles il avait été prévenu à minuit 30. À ce stade, nous ne connaissons pas la température extérieure, ni le degré d'hygrométrie qui sont susceptibles de givrer les sondes. Nous savons juste que l'avion est à 35 000 pieds, un peu plus de 10 000 mètres, et il est facile de savoir que la température extérieure avoisine les moins 50 degrés. L'information ne figure pas dans le rapport, malgré qu'elle concerne directement les sondes en question, puisqu'elle rencontre un paramètre pouvant déclencher leur dysfonctionnement, ce que les pilotes sont d'ailleurs censés s'attendre à rencontrer. Il est fait état de turbulences sans précision de précipitation. 7 minutes plus tard, les turbulences cessent. À 2h06, les pilotes discutent de la température, que nous ne connaissons toujours pas, et annoncent au personnel navigant qu'ils vont traverser des perturbations. À 2h08, le dégivrage des moteurs est enclenché. On suppose qu'une température très basse nécessite cette action. À 2h10, les sondes indiquent des vitesses douteuses. Des vitesses douteuses parce que différentes selon les écrans. Manifestement, les sondes commencent à givrer. Le pilote automatique se déconnecte et les ennuis commencent. Le copilote annonce et enclenche le dégivrage des ailes. Et celui des sondes pitot. Tout comme pour la vitre arrière de nos voitures, il existe un interrupteur de dégivrage de ces sondes. Et le rapport ne dit pas si le dégivrage de ces sondes a été activé ou non par l'équipage lorsque les indicateurs de vitesse ont été perdus, temporairement d'ailleurs. Je vais vous montrer où se trouvent ces interrupteurs. On ne peut ni les rater ni les confondre. Ils sont rassemblés très exactement ici. Tout le monde comprendra anti-ice, anti-givre, anti-glace. Le pilote commence par dégivrer les moteurs, je crois. Il dégivre ensuite les ailes. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le dégivrage des sondes pitot. Question, pourquoi n'a-t-il pas déclenché le dégivrage des sondes à la suite de la perte de l'indicateur de vitesse qui manifestement était lié au givrage de ces sondes? Nous n'aurons probablement jamais la réponse. Je reprends ma place. Pas un mot ni visiblement une action sur le sujet, le rapport n'aurait pas manqué de le mentionner. A noter que tous les interrupteurs de dégivrage sont éteints au démarrage de l'avion. Quelques secondes après 2h10, les vitesses indiquées redeviennent cohérentes. Manifestement, les sondes sont revenues en service. Que comprendre? Que le réchauffage latent, permanent,
A suffi à les dégivrer, comme expliqué page 37. À 2h11 passées et suivantes, nouvelle disparition des infos vitesse. L'avion penche, tombe à plat. Il est parfaitement possible d'avoir une indication de vitesse incohérente, voire nulle, puisque l'avion tombe à la verticale. À 2h12, les vitesses redeviennent lisibles et valides, bien que faibles. La cohérence n'est pas contestée. L'avion continuera à chuter en décrochage à cause des manœuvres de pilotage manifestement inadaptées à la situation. Voici ce qu'on peut lire et comprendre dès le début du rapport, qui est presque une conclusion. On y découvre des incohérences de pilotage graves qui ne peuvent être exclusivement imputées à la seule perte des indicateurs de vitesse. Nous apprenons avec stupeur, dès la page 26, que le commandant de bord et les pilotes ont suivi des formations et entraînements spécifiques sur des vols avec indication de vitesse douteuse, et donc possiblement incohérente, voire nulle. Des situations de décrochage, des positions inusuelles de l'avion, et pilotage avec les modes de sécurité désactivés, qui donnent en grande partie, voire totale, le contrôle de l'avion au pilote. Et on incrimine encore l'avion. Page 37, que j'ai déjà mentionné, le BEA nous explique très clairement le fonctionnement des sondes pitot. On y lit qu'elles sont continuellement et modérément réchauffées au sol, et qu'en plus, je cite, l'interrupteur permet à l'équipage de forcer le réchauffage en mode vol des sondes pitot, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais manifestement, l'interrupteur n'a jamais été enclenché, sinon le rapport n'aurait pas manqué de le préciser. Page 42, le BEA nous explique les conséquences d'un bouchage de sonde pitot sur les paramètres de vol et ses effets. Nous retiendrons avec attention que lors d'une saturation par des cristaux de glace, je cite, l'expérience et le suivi de ces phénomènes en conditions très sévères montrent que cette perte de fonction présente une durée limitée, en général autour de 1 à 2 minutes. Cet article permet, je dirais, d'en ajouter une couche, et que le risque de givrage des sondes, phénomène donc plus que connu par tous, j'insiste, était sérieusement pris en considération avec un système de réchauffage élaboré pour remédier aux aléas climatiques susceptibles de les mettre en défaut. Pour terminer cette longue étude des sondes pitot, voici les conclusions du BEA, page 203. Il y a eu une incohérence entre les vitesses mesurées, vraisemblablement à la suite de l'obstruction des sondes pitot par des cristaux de glace. Notons le vraisemblablement. Cristaux de glace ou non, il est à noter que le dysfonctionnement n'a pas duré longtemps. Givrage et aux vitesses hiératiques de l'avion, elles n'ont pas été en panne durant toute la chute. Nous pourrons lire page 205, l'obturation des sondes pitot par cristaux de glace en croisière était un phénomène connu, mais mal maîtrisé par la communauté aéronautique à l'époque de l'accident. Alors ça, il faut l'encadrer tellement c'est beau. 3 années séparent l'accident et le rapport, et on veut nous faire croire que des avancées spectaculaires se sont produites dans le domaine entre-temps? Plus sérieusement, nous avons un avionneur qui prend la peine d'installer un dispositif de chauffage préventif des sondes pitot, en plus d'installer un dispositif de réchauffage supplémentaire commandé par interrupteur à la discrétion des pilotes. Lesquelles sondes possèdent un niveau de qualification supérieur à celui demandé. Nous apprenons de plus, début de page 36, qu'il existe un circuit électrique de secours sur lequel elles fonctionneront en cas de besoin. Nous avons une compagnie aérienne qui prend la peine de dispenser des formations spécifiques sur le thème du vol avec indication de vitesse douteuse, contradictoire ou nulle, provoquée par un dysfonctionnement possible des sondes que maintenant vous-même connaissez. Et ils viennent écrire sans trembler que le sujet était mal maîtrisé. Et d'en rajouter encore une couche, en écrivant clairement que les pilotes n'ont pas su gérer cette perte d'informations. Je cite en raccourci sans dénaturer. La perte totale des informations anémométriques qui en résulte était une défaillance répertoriée dans le modèle de sécurité. Elle était censée être diagnostiquée par les pilotes et gérée si besoin par des mesures conservatoires sur l'assiette et la poussée indiquées dans la procédure associée. Ce qui signifie surveiller que la position horizontale de l'avion n'a pas bougé, pas plus que le régime des moteurs. En clair, ils l'ont vu passer dans les formations et n'auraient dû toucher à rien. À un détail près absolument capital, qui est mentionné ailleurs dans le rapport mais n'a pas été rattaché au déroulement des événements
et que je développerai dans une autre vidéo. Nous lisons ensuite. L'équipage progressivement déstructuré n'a vraisemblablement jamais compris qu'il était confronté à une simple perte des 3 sources anémométriques. Là, c'est grave. Il est ouvertement avoué que la perte des sondes déterminant la vitesse est une panne simple, ce qui est le cas d'ailleurs, et incrimine ici indirectement la compétence des pilotes. Voici pourquoi. En aéronautique, les pannes sont classées en 4 catégories. Mineures, majeures, critiques, catastrophiques. La panne catastrophique a pour conséquence des dégâts structurels sur l'avion, voire sa destruction. Pour triste exemple, le vol United Airlines 811 sur Boeing a vu une porte de soute s'ouvrir et s'arracher en plein vol en emportant une partie de la carlingue et 9 passagers. Là, nous sommes dans du catastrophique. Pour information, l'avion a été sauvé et posé grâce à une parfaite maîtrise des pilotes. Définition de la panne mineure. Facile à contrer sans effort, les performances de l'avion restent inchangées, c'est-à-dire sa vitesse, commandée par les moteurs, sa stabilité, assurée par les gouvernes, sa manœuvrabilité, assurée par les commandes. Nous lirons page 147, qu'Airbus considère qu'une incohérence de vitesse est classée majeure, preuve que le phénomène est plus que bien connu et pris très au sérieux. Et parmi d'autres tentatives de déresponsabilisation des pilotes, nous lisons encore page 206, un équipage peut être confronté à une situation imprévue entraînant une perte momentanée mais profonde de compréhension. Je répète donc, à quoi ont servi les formations spécifiques? Les sujets n'étaient pas un module intégré dans une formation globale. Non, ils étaient le principal sujet de ces formations. Pour mémoire, vol avec indication de vitesse douteuse, rattrapage de décrochage et réaction adaptée à une position inusuelle de l'avion, et particulièrement ce qu'on lit page 126. C'est tout simplement consternant. Et je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. À la lecture de ce document, on ressent un malaise. A-t-il été entièrement lu et compris? A-t-il été correctement présenté, exposé et expliqué pour laisser jour aux éclatantes responsabilités humaines de ce terrible drame? J'en doute. Sinon, il n'y aurait pas autant de débats. Et j'espère que cette vidéo aidera à ce qu'il n'y en ait plus sur les sondes Pitot. Quant à Henri Pitot, qu'il continue à reposer en paix. Son invention continue à faire voler des milliers d'avions, à la plus grande satisfaction des voyageurs et des avionneurs. Et encore pour longtemps, j'espère. Merci de votre intérêt et de votre attention pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires.